Bonsoir à tous, bonsoir Aurélien Masson et Caril Ferré. On est ravis de vous avoir ce soir. On va peut-être commencer aujourd'hui par, une fois n'est pas coutume, par Aurélien, qui va peut-être nous présenter sa relation avec Caril, dont il nous avait parlé déjà une première fois quand on l'avait rencontré en avril, euh, dans des termes très élogieux, il faut le dire. Mais Avril, oui, c'est bien de rien. Euh, oui. alors j'ai Et donc, intérêt à pas dire autre chose, quoi. Sinon le mec ne va pas sérieux. Et ben, ma relation avec Karine, eh ben, c'est simple, elle est totalement liée à mon parcours dans l'édition. C'est-à-dire que j'ai rencontré Karine très peu de temps après être rentré à la série noire. À l'époque, j'étais assistant d'un homme qui s'appelle Patrick Rénal, qui dirigeait la collecte à l'époque. Et on s'est vu pour un livre qui s'appelait attends, je me perds avec les Outou, tout. Outou. Ouais. Et puis, alors, il m'a vu au tout début, donc à l'époque où je m'habillais soi-disant bien avec des chemises improbables, et puis j'étais un peu nerveux. Et puis, on s'est rencontrés et on a commencé à bosser, je trouve, très naturellement ensemble. C'est ça qui est bien avec Caril, c'est qu'on a l'impression que quand on bosse, il y a une sorte de troisième cerveau qui se crée et qui sort des choses formidables. Mais c'est surtout son cerveau. Hein. Quand je dis ça, c'est pas. Bref, ça pourrait être mal pris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais l'impression de jouer au ping-pong avec lui. J'adorais le mec parce que c'était. Je bossais chez Gallimard, évidemment, et donc l'ambiance, elle était un peu, on va dire, un peu vieille. Et puis je vois débarquer un mec qui a mon âge, où on voit très vite qu'on écoute un peu la même musique, qu'il y a un partage. Alors moi, je suis évidemment plus bourgeois parisien, mais en dehors de ça, il y avait quand même un partage d'une certaine esthétique et puis d'une certaine envie de ce qu'on avait envie de faire avec un roman noir, c'est-à-dire comme je disais à l'époque, c'était des livres comme des peignes de fer qu'on avait envie d'arracher la tête et qu'on s'en prenne plein la figure. Et donc, ça a été le début de notre relation. Ensuite, quand Rénal est parti et que j'ai pris la suite, alors ça nous renvoie, je ne sais plus quand, 2003-2004, c'est il y a bien longtemps maintenant, Caril a fait partie des rares auteurs à rester à la série noire. Il y avait lui et Patrick Péchereau, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'étais que deux, donc c'est pas très dur de se souvenir. Mais résultat, on a continué à bosser ensemble. Et puis après, on est parti pour la grande aventure, j'allais dire en cinémascope, c'est le cas de le dire. Et on a fait 4 livres ensemble. On a fait après, il y a eu Zulu, après, il y a eu Mapuche, après, il y a eu Condor, et une vraie relation amicale s'est créée. Mais alors, moi, je suis un peu un être, comment dire, socialement un peu étrange. Donc, moi, l'amitié, elle est toujours liée, et parfois, ça me joue des mauvais tours, mais c'est ainsi. Elle est toujours liée à la création. Et donc, quelque chose de très fort s'est fait. Et puis après, quand je suis parti, alors parfois, je lis sur les blogs et tout ça qu'il est parti rejoindre Equinox. Je ne suis pas parti rejoindre Equinox, j'ai créé une collection parce qu'après tant d'années à la série noire, j'avais envie de changer un peu d'air, mais vu que la série noire, dans les collections existantes, c'était un peu le top du top, je me disais que je ne pouvais rien faire d'autre que tenter de faire quelque chose à partir d'une page blanche. Et puis, voilà, c'est-à-dire que on a continué. Alors, il continue, parce que les gens demandent, mais alors, est-ce que c'est la série noire? Enfin, souvent, les gens parlent des auteurs comme si c'était je sais pas moi, des veaux ou des animaux, comme si les éditeurs se les prenaient. Moi, j'ai toujours défendu la liberté. Euh, et donc, c'est plus ce livre-là qu'on fait ensemble, c'est plus pour moi, en tout cas, la marque d'une amitié créatrice. Et puis, l'envie de repartir en aventure. Et je sais qu'il fera d'autres livres à la série noire, il y en a plusieurs et tout ça. Et puis, c'est juste à moi comment dire, de montrer que je l'aime gros comme ça et que quand on bosse ensemble, on fait aussi des belles choses. Et il y a 1000 auteurs qui ont publié un peu à droite, à gauche. Ce qui compte, encore une fois, c'est moins l'habit, mais les textes. Ce que je disais déjà à l'époque de la série noire, qu'on avait passé en grand format ou qu'on avait mis des illustrations, tout le monde me parlait que de ça. Et à l'époque, j'étais à mon sang.
j'allais dire, on s'emballe et voilà. Ce qui compte, c'est le texte quand même, que ça soit en grand, en petit, en couleur, en noir et blanc. Et là, c'est pareil. Alors maintenant, je dis en collection. Je veux dire, ce qui compte, c'est que moi, j'ai retrouvé ce plaisir à bosser avec Caril. Ça m'avait manqué. Et puis, vu que je suis un mec un peu fleur bleue, et ben voilà, bleu comme la couverture, et ben ça me fait plaisir de rebosser avec lui quand il a envie de bosser avec moi. Et encore une fois, on marche au désir, quoi. En quelques mots. La couverture, justement, j'ai vu passer quelques couvertures mauves. Euh, alors, justement, est-ce qu'il y a deux couvertures existantes ou au contraire, il n'y en a qu'une Non, seule? non, non, non. Alors, c'est tout simple et c'est passionnant, mais en même temps, pour en parler, c'est que donc on avait fait une couverture mauve, car il y a du mauve dans la scène d'ouverture, si vous avez lu le livre. Donc, je me suis dit un peu bêta, on va coller. Bon. Donc, on avait fait cette couverture mauve et on s'est aperçu, et après tout le monde, même mon fils, parce que je fais valider aussi les couvertures par mon fils qui a 7 ans, et donc, il avait bien aimé la violette, mais quand je lui ai montré la bleue, il m'a dit, ah ouais, c'est mieux. Donc, quand il dit que c'est que c'est mieux. Et surtout, les libraires trouvaient que ça faisait trop science-fiction. Donc, là, encore une fois, comme je vous dis, moi, ce qui compte, c'est que le livre soit aimé. Je suis pas enfin, les couvertures, c'est important. J'aime que les objets soient beaux, mais je suis vraiment un obsédé du texte. Moi, je passe mon temps qu'avec des feuilles. Donc, quand au bout de, je sais pas, 20 remarques qui allaient dans le même sens en disant, ah, on dirait de la SF, on s'est dit, bon, on va la mettre en bleu et ça ira mieux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a mise en bleu, et ben voilà, je la trouve très belle. Et puis avec Karine, on se marre, on dit que c'est notre livre Glagla. C'est un livre qui fait très froid et ça colle effectivement très bien à l'ambiance. Et voilà, j'en suis très heureux. C'est une fille qui s'appelle Jessie Day qui a fait des couvertures, qui fait pas mal de couvertures pour Equinox. Parce que l'idée chez Equinox, c'est de faire bosser. Moi, j'aime bien côtoyer des artistes. C'est eux qui me permettent de vivre. Parce que sinon, je trouvais que la vie, elle serait trop assommante dans tous les sens du terme. Et donc, à la fois, je travaille avec des artistes, évidemment, comme Caril, enfin des créateurs, des auteurs, mais je bosse aussi avec des artistes pour faire les couvertures. C'est-à-dire, c'est des peintres, c'est pas juste des mecs qui font des couves au kilomètre, on va dire. Donc, c'est aussi parfois un peu rock'n'roll à gérer parce il y a plein de visions différentes qui parfois s'entrechoquent. Mais quand ça marche bien, et ben, ça fait des livres, j'espère, un petit peu originaux, on va dire. Alors Caril, vous faites un roman sur Norilsk, justement, qui fait suite au premier récit chez Paulsen en 2017, qui n'était pas un roman, mais qui était plutôt une immersion au cœur de cette ville-là. Qu'est-ce qui vous lie tant à Norilsk? Je crois savoir que c'est les éditions Paulsen qui vous ont mis sur la piste de cette ville-là, mais qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette ville? Bon, en fait, c'est assez simple, c'est les gens, hein. C'est-à-dire que j'y suis allé. Bon, quand on arrive à Norilsk, c'est vrai que la première fois, on se dit qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est vraiment c'est au-delà du moche, quoi. Enfin, bon, bah, c'est comme dans le livre, hein. Bon, c'est pollué. On a l'impression d'être dans l'Union soviétique des années 50, que j'ai pas connue, mais qu'on peut imaginer. Mais j'étais avec un pote et dès le lendemain, on s'est dit, en 24 heures là-bas, on avait l'impression d'être déjà complètement immergé dans un univers tellement particulier qu'on s'est dit, je me souviens, on est en train de fumer une clope dehors, là, en faisant glagla, et on regardait la ville, on dit, j'adore cette ville. Il y a une atmosphère particulière, et ça, c'était même avant de rencontrer les jeunes mineurs, en fait, au bar. Et déjà, c'était tellement, tellement incroyable, en fait, à la fois tout pourri, mais le beau et le laid, au bout d'un moment, deviennent assez proches. Et puis, il y a un côté, vraiment un côté industriel qui me rappelle un peu. Alors, j'ai grandi en Bretagne, donc rien à voir avec le nord de la France, mais voilà, il y a une sorte de fantôme ouvrier en fait qu'on retrouvait, mais alors là de manière très brute. Donc c'était un peu comme si j'étais dans le passé en fait, il y avait quelque chose comme ça. Mais surtout après, c'est en fait qu'on a rencontré les gens, les jeunes là, c'était tellement fort, c'était hyper bref, mais tellement fort, ils n'avaient jamais vu d'étrangers hein, déjà. Euh, donc pour eux c'était particulier. Et puis comme on s'est rencontrés dans un bistrot, bon, bah, les codes du bistrot, ça je les connais bien en tant que breton. Donc en fait, on est devenus potes à peu près il a fallu 7 secondes à peu près pour que les premières grappes se mettent autour de nous. Et en fait, très vite, quand je suis parti, bon, j'écrivais mon bouquin qui se passe en Colombie, donc j'étais ailleurs, entre guillemets, quoi. Mais même avant même de le finir, le bouquin en Colombie,
en fait, il me manquait mes petits Russes là. Et comme j'étais en contact déjà, il y en avait un qui parlait bien anglais, qui restait en contact, en fait, qui était un peu mon fixeur, qui est resté un peu mon contact principal là-bas, quoi. Donc, il m'a fait. Je lui ai dit, écoute, je crois que je vais faire un roman là-bas parce que vous me manquez, en fait. Et donc, c'était une façon pour moi de rester avec eux pendant 2 ans. Je l'ai écrit relativement vite, celui-là, en 2 ans, parce que pour moi, il est rapide. Mais pendant 2 ans, j'ai été complètement avec eux. Donc, pour moi, il me manquait. Par rapport à ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui ne connaissent pas cette ville-là, est-ce que vous pouvez en dire davantage sur ce qu'elle représente en Russie et notamment par rapport à sa pollution, par rapport à son PIB qui est assez énorme par rapport à la Russie? Donc, c'est la ville de tous les extrêmes, hein. C'est pour ça que j'y suis allé, hein. Donc, c'est une des villes les plus polluées au monde. Alors, quand on sait qu'en plus, c'est une ville qui est hyper polluée, mais qui est dans un univers, en pleine toundra, en fait, 300 km au-dessus du cercle polaire, et qu'il n'y a rien à 1000 km à la ronde, bien que ce soit battu par des vents violents, ça reste hyper prégnant, la pollution. Donc, c'est une des villes les plus froides. Le roman commence, il fait -64, mais parce que j'ai vu des photos, il fait -64. En fait, c'est des froids qui n'ont plus de sens, en fait, à ce niveau-là. Donc, il est évident qu'à -64, c'est pire qu'un congélo, hein. Donc, en fait, personne ne sort, hein, quand il fait ça. Il y a des ouragans terribles, donc violets, parce qu'en fait, j'ai des photos d'ouragans violets de nuit. En fait, tu te demandes comment la nuit peut être violette pendant un ouragan, enfin, en même temps qu'il fait -64. Enfin, on a l'impression d'être sur une autre planète, en fait, un petit peu. C'est aussi un ancien goulag, donc il y a toute une histoire autour du goulag, parce que c'est les Zecs. Les Zecs, c'est les prisonniers des goulags qui ont construit, en fait, cette ville dans les années 30, 40, 50, jusqu'à la fin des goulags, jusqu'à la mort de Staline. Il y a eu un soulèvement et qui a été évidemment réprimé, mais les gens ont fini par sortir des goulags, sauf qu'ils se sont retrouvés par dizaines de milliers à Norilsk, sans possibilité de partir, parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route, hein. On peut l'accéder que par avion, quand il n'y a pas trop de tempête, et 2 mois de l'année par le fleuve ou par la mer quand les sous-marins atomiques ouvrent la glace. Donc c'est vraiment complètement isolé, et malgré ça, en fait, donc c'est aussi la plus grosse usine de nickel au monde, ce qui justifie pourquoi les Zecs, les prisonniers, ont construit à la fois les mines et puis aussi les bâtiments. Donc c'était toujours assez… Quand tu vois un vieux à Norilsk, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que souvent l'espérance de vie, c'est 55 ans aussi. Donc tout est extrême, en fait. Et quand tu vois des vieux, il y a de fortes chances que ce soit ou un gardien de camp ou un ancien prisonnier. Donc tout est extrême. Donc c'est une plus grosse usine de nickel au monde. Elle produit à elle seule donc autant 2% du PIB russe à elle toute seule. Donc voilà, c'est une ville. Enfin, ouais, on dirait un Titanic pris dans la glace, en fait, quoi, parce qu'il y a des hauts fourneaux comme ça qu'on voit, et puis et tout ça est battu par le. Et encore, moi, j'y étais au printemps, il faisait entre -15 et -25, donc c'était même pas l'hiver, quoi. Mais c'était fou, quoi. Et puis j'ai oublié de dire aussi qu'il faut les tampons du FSB, donc de ex-KGB, pour y aller. Donc c'est pour ça qu'ils ne voient pas d'étrangers, c'est qu'en fait, ça passe toujours par le FSB qu'on connaît depuis Navalny et autres, donc des joyeux drills. Et j'ai envoyé d'ailleurs, Aurélien, tu n'es pas au courant, mais j'ai envoyé 2 livres à un de mes potes là-bas, et je l'ai envoyé il y a un mois, il a reçu qu'aujourd'hui. Et en fait, il a été convoqué par la douane, donc par le FSB, pour savoir d'où sortaient ces livres qui venaient de l'étranger. On lui a demandé si ce n'était pas un espion, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. Il est en train de se faire emmerder en ce moment à cause de cet envoi. Enfin, ils sont fous, quoi. En sachant que dans le premier récit de Norilsk, Poutine était évidemment un petit peu égratigné, donc j'imagine que ça a dû jouer. Alors, je ne sais pas s'ils ont traduit Norilsk, les services de sécurité, on va dire, russes. J'espère que non, parce que bon, Poutine, en gros, pour aller très vite, hein, c'est quand même l'inverse de ce que j'aime chez les hommes, quoi. Donc, moi, j'aime les hommes féminins, donc lui, c'est une grosse brute. Évidemment, je me moque un peu méchamment, entre guillemets, enfin, pour moi, pas méchamment, mais bon, c'est sûr. Et puis même ce qu'il y a dans le livre,
rien dans la quatrième de couverture. S'ils traduisent la quatrième de couverture, ça parle de corruption, etc. Donc rien que ça, déjà, tu es disqualifié, quoi. Et alors, par rapport à cet univers-là extrêmement froid, c'est un contre-courant total par rapport à vos livres précédents qui étaient plutôt dans l'hémisphère sud. Est-ce que vous allez continuer à voyager et à... Alors, j'imagine à écrire encore sur Norilsk, ça, il y a des chances, à mon avis. Je pense que vous avez un fort attachement à ces mineurs-là. Mais est-ce que vous avez d'autres pistes de voyage? Bah, le problème, c'est que je ne peux pas retourner à Norilsk, hein. Enfin, je suis un peu grillé là-bas, quoi. Ils m'ont Ouais. laissé passer une fois, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée de revenir à Norilsk. De toute façon, je pense qu'ils ne veulent pas, hein. Enfin, a priori, c'est pas... je ne vois pas comment je peux y retourner. Bon, donc ça me limite. Et puis, mon prochain livre, en fait, c'est autour des animaux sauvages d'Afrique, hein. Donc, c'est sûr que bon, là, ça va pas être la glace. Mais je réfléchis déjà au suivant, mais bon, c'est trop loin. J'aimerais savoir, Caril, justement, par rapport à ce prétexte-là, parce que clairement, vous utilisez le polar comme prétexte, mais qu'est-ce qui vous séduit tant dans ce genre littéraire-là? Est-ce que ça aurait pu être à un moment donné un autre genre? Est-ce que ça aurait pu être le roman, la poésie? Est-ce que ça aurait pu être un autre genre? Il y a de la poésie, hein. Il y a de la poésie, il y a de la poésie. C'est pour ça, j'y Mais viens. oui, on me pousse là, on me pousse. Bah oui, en fait, moi je trouve que dans le roman noir, il y a tout, en fait. Il y a de l'histoire, il y a de la technologie, il y a du suspense, il y a de la sociologie, et on peut mettre aussi de la poésie. En plus, pour les Russes, bon, ce qui est bien, c'est que comme ils ont un passé quand même très... parce que dans un bar en Russie, enfin, celui où j'étais, souvent, ils parlaient pas anglais, hein, ni français, évidemment, quoi. Mais il suffisait d'être un peu bourré, évidemment, hein, de dire Mayakovsky. Et puis ça y est, tu avais trois mecs qui te déclamaient des poèmes de Mayakovsky. Bon, moi j'adore. Enfin, c'est assez rare en France que tu dis Rimbaud. Et puis tu as un mec qui va dire Oh, non, 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 non. Donc, le roman noir, moi, c'est ce que je préfère. Et le tissu social n'a rien à voir puisqu'ils étaient mineurs en plus. Excusez-moi, je m'étouffe. Ah, pardon. Je disais, le tissu social n'a rien à voir en plus, puisque c'était des mineurs. Donc justement, on est encore plus surpris de voir cet amour de la poésie. Alors, excusez-moi, je vais être travers. Ouais, mais ils sont mineurs, mais en fait, ils font tous autre chose. C'est-à-dire ils font de la musique, ils font de la photo, donc ils sont poètes. Ils sont tous habités par autre chose, quoi. Prenez le Donc temps de boire un Caril, hein. c'est un peu comme nous, en fait, hein. Enfin, tu peux très bien bosser à la banque, tu vois, et puis aimer la littérature. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas en faire leur vie. Donc ils savent très bien que, comme à Norilsk, il n'y a aucun moyen de faire je sais pas, du cinéma, de la photo, etc. Donc ils sont obligés de bosser pour la mine. Mais à côté, ils ont ce qu'on pourrait appeler un hobby. Mais en fait, eux, c'est ce qui les fait vivre, en fait, quoi. Et il y a certains potes, j'en parle dans le livre, hein, celui qui joue, qui joue dans le groupe de Psycho Billy, en fait, je l'ai rencontré, en fait, quoi. Et c'est assez marrant de voir des grands mecs comme ça qui bossent à la mine. En plus, là, c'est vraiment celui qui est au fond du trou avec le concasseur. Ils m'ont montré des photos, c'est vraiment impressionnant. Mais à côté de ça, il joue dans un groupe de rock. Et sa vie, c'est le groupe de rock, en fait. Et tout le monde le connaît parce qu'il a un groupe de rock. Et pareil pour la photo, pareil pour les poètes. Il dit Ah, tiens, voilà un poète. C'est émouvant, en fait. Aurélien, par rapport à votre travail avec Caril, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que ça se passe toujours dans un bar, comme vous nous l'aviez dit il y a quelques mois ou pas? Quand on était jeunes, maintenant on est des vieux gars, on tous. Non, non. Et puis c'était le. Et puis en plus, bah non, je me perds un peu dans. Non, c'est-à-dire que maintenant, mais on bosse toujours pareil. C'est-à-dire enfin bref, il y a toujours un petit coup à boire et tout se mélange. Et puis encore une fois, hein, pour moi, il disait que le roman noir, c'est la vie. Éditer des livres, c'est vivre avec Caril. Enfin, c'est aussi comme ça que je vois. Donc il y a plein de conversations. Je traversais un divorce, on me parlait de mon divorce, après on passait au livre, on parlait de tout. Mais l'idée, elle est simple, c'est elle est très old school. C'est-à-dire qu'il m'envoie un manuscrit que je lis avec un stylo orange. En général, ça fait des années que je bosse avec un stylo orange parce que j'aime bien la couleur.
Et en fait, j'annote. C'est-à-dire que pour moi, lire un livre, c'est comme être un funambule qui marche sur un fil. Et tant qu'on ne se pose pas de questions, et ben, c'est qu'on marche sur le fil. Et quand on se pose des questions, c'est comme si on regardait les pieds et tout d'un coup, on est pris de vertige et on tombe. Donc pour moi, le but, c'est que l'illusion, l'immersion ou l'illusion narrative fonctionne à plein régime. Donc en fait, quand je note des trucs dans la marge, c'est juste pour lui signaler, bon, bah là, j'ai levé la tête. Ensuite, je lui laisse ce manuscrit à noter. Et puis, ben. Mais on en parle quand même. Il y a vraiment un Ah côté oui, oui, tout copie. ça, non, mais c'est ça, c'est des discussions. C'est-à-dire que quand je dis pourquoi là, ma tête s'est levée, et ben, je lui dis, par exemple, là. Alors après, moi, c'est des coulisses, c'est-à-dire que je suis plus à l'aise quand c'est Karine qui parle de ça, parce que pour moi, enfin, c'est un peu un travail invisible. Mais en tout cas, c'est de dire, et ben, je ne sais pas, tel personnage, là, sa réaction, je ne le sens pas, ou purement sur l'intrigue, là, je ne comprends pas très bien comment on passe de cette situation à une autre. Mais ce n'est pas que sur l'intrigue, c'est aussi sur la coloration qu'il donne à tel ou tel personnage. Et en fait, c'est que moi, c'est comme si, Karine, souvent, il me parle d'un projet, il me dit, voilà ce que j'ai envie de faire. Et de temps en temps, je le taquine et je dis, attends, c'est ça que tu as voulu faire? Bah, attends, là, sur cette version-là, c'est pas vraiment ça. Et ensuite, c'est lui qui reconstruit, qui remet en perspective et qui se. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu la troisième voie, parce que j'appelle ça une troisième voie, c'est qu'en fait, quand il me renvoie une nouvelle version, il va toujours plus loin que là où je lui ai dit d'aller. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ouvre une porte et je lui dis, regarde, il y a encore plein de choses à explorer. Mais après, c'est lui qui explore. Moi, je suis juste derrière comme un petit moustique qui, de temps en temps, un peu le réveille, quoi. Mais voilà. Moi, je dirais plutôt un copilote, hein. C'est-à-dire que quand tu. Et puis je veux ça parce que enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous qui nous écoutez là écrivent, mais souvent la solitude de l'écrivain, c'est terrible, c'est que tu n'as pas de retour en fait, quoi. Tu es vraiment la tête dans le guidon. Et je connais des auteurs, entre guillemets, professionnels qui travaillent pas le texte avec un éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, il t'édite, il te dit deux, trois trucs, mais vraiment quasiment rien. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas le texte. Et quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui travaille le texte, c'est vraiment un copilote. C'est-à-dire que toi, tu fonces. Toi, en général, on t'écrit, tu fonces parce que tu suis ton idée, etc., quoi. Mais quand à côté, tu as un ou une copilote qui te dit, ah ouais, attention, attention, alors là, et du coup, il te guide, et du coup, tu vas plus vite, plus loin et mieux. C'est comme ça qu'on avait vu Aurélien justement à la première rencontre. C'est exactement ça. C'est qu'il travaille les textes. Clairement, personne ne pourra lui reprocher cela. Ah non, 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 non. Je suis un peu, comment dire, je suis un peu obsessionnel. Ah oui, oui, ça c'est moi beaucoup dire. Oui. C'est un peu mon. Bon, j'ai deux choses dans la vie. J'ai mon fils qui s'appelle Iggy, voilà, qui est mon tout. Et puis avant, c'était la série noire, maintenant c'est Equinox. Mais c'est pareil, pour moi, la série noire, c'était pareil que l'Equinox. Enfin, c'est des habits, tout ça. Mais ce qui m'importe dans la collection, c'est les livres. Et c'est ces livres, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui me fait vivre, à la fois quand je les trouve beaux, et puis surtout, parce que moi, comme je vous disais, là, j'en ai pas un exemplaire pour le lire debout sur ma chaise, parce que après, c'est pas, enfin, entre guillemets, quand je dis c'est passé, ça veut dire, c'est pas qu'il y a, il y a pas de, je veux dire, c'est pas le mépris ou tout ça, genre, m'en fiche, mais c'est juste que ça y est, c'est fait. Et après, c'est au libraire, c'est au lecteur, c'est aux gens de se l'approprier, il vit sa vie. Mais ce qui m'importe, c'est de voir quand le livre est fini, en général, de voir voilà, le sourire de l'auteur, parce que c'est quand même dans ce monde, la preuve, là, c'est ce qu'on est en train de faire, dans ce monde d'écran, de Zoom, de trucs, de Snapchat, Instagram, et tout ça. Enfin, moi, je connais très peu ce monde-là. Se mettre devant son bureau pour écrire des pages, même si c'est sur un ordinateur, ça reste quand même des pages, de se pencher dessus avec un stylo, d'annoter tout ça. C'est vraiment, c'est un peu sorti de nulle part comme activité, quoi, de se dire je vais faire ça. Et donc, moi, ce que j'essaie, c'est voilà, d'être avec eux et j'allais dire c'est bien le minimum parce que il ne le dit pas comme ça, mais c'est énormément de boulot. Les auteurs, alors après, c'est un boulot, c'est une passion, on le choisit. Mais je veux dire, c'est quand même, ils se font chier les auteurs. Enfin,
C'est pas l'inspiration qui arrive comme ça et qui tombe. Donc, le minimum, c'est que de l'autre côté, celui qui reçoit ce cadeau soit à la hauteur de ce cadeau. Et le temps passant, c'est plutôt que les déclarations d'amour, je suis sensible aux marques d'amour, aux gestes. Et donc, moi, on m'en donne et j'essaie d'en donner, quoi. Jean-Marc? Oui, bonsoir Aurélien, bonsoir Caril. C'est super, hein, les preuves d'amour. Elle est Il n'y a d'amour gigantesque, que cette bibliothèque, juste. Comment? Elle est gigantesque, la bibliothèque. Elle va jusqu'à derrière. Ouais, je me suis un peu approprié les Ah falaises. ouais, incroyable, votre trou. Et Ouais. voilà. Bon. Classieux, classieux. Et c'est du vrai. Hein. Et c'est Ouais, du vrai. Mais c'est parce que j'ai vu que Caril était normand aussi. Il est né à Caen comme Annie Rose. Donc voilà, oui. partagent les mêmes racines normandes. Non, c'est super ce travail que vous semblez avoir tous les deux. Moi, je voulais poser une question à Caril. J'écoutais tout à l'heure et j'entendais que le livre avait été écrit en 2 ans et vous disiez, bah oui, ça a été plutôt rapide en 2 ans. Ce qui m'a bluffé. Est-ce que généralement on entend plutôt le contraire ou des auteurs qui écrivent en quelques semaines, en quelques mois? On en a encore rencontré récemment. Donc rapide en 2 ans, ça m'a interpellé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a souvent plusieurs livres qui sont écrits en même temps? Et puis la deuxième question, c'est un peu ce qui aujourd'hui vous motive à attaquer le prochain livre. Est-ce que vous avez encore plein de projets? Enfin, vous avez eu d'abord une production importante, vous avez eu des prix, je ne vais pas dire tous les prix, mais en tout cas énormément de prix. Vous avez écrit sur pas mal d'endroits du monde différents, sur beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez le sujet du prochain? Est-ce que vous en avez en tête déjà pour 10 ou 15 et que vous n'aurez pas assez de temps pour tout lire et tout écrire? Ou est-ce que c'est comme ça vient, ça passe? Alors, il y a beaucoup de questions dans la même. Hein. Ouais. C'est sûr que j'aurai jamais le temps de lire tous les livres que j'ai envie de lire et j'espère et je pense que je n'aurai pas le temps de décrire tous les livres que j'ai envie d'écrire, surtout au rythme auquel je les écris. Il y a aussi des auteurs qui n'aiment pas retravailler tellement leurs textes, en fait, et dire que voilà, ils ont une idée, une histoire, des personnages, ils écrivent ça comme ça, et puis ça leur suffit. Et moi, je suis assez brélien. Enfin, il suffit d'écouter ce que racontait Brel sur la création. En fait, non, c'est jamais suffisant. En fait, il faut toujours aller plus loin. En fait, quoi. Et si on veut pas se répéter, après, c'est toujours assez simple. Si tu trouves un héros récurrent, hein, un héros tiroir-caisse, hein, tu vas faire Zoulou 1, Zoulou 2, Zoulou 3, Zoulou 4, Zoulou 5. Alors, tu gagnes de l'argent, les gens sont contents, ils retrouvent les personnages qu'ils ont aimés. Alors, et puis, pendant ce temps-là, tu ronronnes, c'est-à-dire que tu fais toujours le même livre. D'ailleurs, souvent, vous voyez toutes les séries, la 6e saison elle est toujours moins bien que la première. Et puis, on s'épuise, on gagne de l'argent en s'épuisant. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, que ce soit en musique, en littérature, c'est la même chose. Moi, ce que m'intéresse, c'est pour ça que je les tue souvent, mes héros, comme ça, au moins, je n'ai pas la tentation de faire Zoulou 2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autres univers et d'autres personnages. Parce que ce qui est bien dans L'aide, par exemple, quand j'avais fini Paz, qui est un bouquin que je trouvais bien ficelé, bien foutu par rapport à la Colombie, ça ressemblait bien à la Colombie, etc. Mais je me suis dit, je pense que tu as, niveau construction, tout ça, tu as 19 sur 20. Bon, ça fait pas être un peu présomptueux comme ça. Mais je dis, ouais, mais sauf que tu as déjà fait un truc que tu sais faire. En fait. Donc, tu peux en faire d'autres comme ça. Hein. Tu vas aller au Nicaragua, par exemple, tu vas faire Nicaragua, quoi, Sandinista, et ce sera bien foutu, et machin, etc. Quoi. Mais sauf que, voilà, avec L'aide, c'est complètement d'autres personnages, c'est pas du tout violent. Enfin, en tout cas, la violence, elle n'est pas du tout. Il n'y a pas de tronçonneuse, il n'y a pas de tête coupée ou je sais pas quoi. La violence, elle est beaucoup plus latente, elle est faite autour des personnages et surtout l'ambiance qu'il peut y avoir en Russie. Mais du coup, ça m'a laissé beaucoup plus de place pour les personnages et donc plus de tendresse, donc plus de poésie si on veut. Mais en tout cas, je me suis donné des espaces de liberté aussi que je ne pourrais pas avoir si je faisais toujours le même livre en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions, Et donc, évidemment, j'ai plein d'autres idées. Mais tous les auteurs tracent un peu le même sillon quand même. Hein. On a toujours les mêmes obsessions. Moi, c'est quand même l'écoféminisme, le néolibéralisme qui rejoint le fascisme. Donc, c'est un peu mes marottes et je sais que jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à preuve du contraire, sauf si le monde il devient tout mignon. Enfin, ce n'est pas trop le chemin qu'il prend.
Donc, je pense que j'aurai toujours de quoi être en colère et de témoigner, en tout cas, et de montrer aux gens qu'en fait, que les choses, on est tous reliés les uns aux autres, quoi. Même aux jeunes mineurs russes, enfin, je pense qu'en lisant l'aide, quand on le finit, on se dit, ah, mais ces personnages, je les connais un peu, en fait, quoi. Pas simplement parce que moi, je les ai présentés, mais parce qu'on a des copains, des copines. Ce que m'a dit ma fille, elle me dit, ah, Dasha, mais tout le monde connaît une Dasha, en fait. Et moi, j'espère que c'est pas des stéréotypes, en fait, c'est de montrer qu'on soit mapuche, qu'on soit sibérien et qu'on soit français, en fait, on a les mêmes désirs, les mêmes amours, les mêmes colères, les mêmes peurs, les mêmes tendresses. Et j'ai envie de vous écouter, vous entendre, vous, plutôt. Moi, je sais ce que je dis, donc… Alors, pour ma part, qui ai lu le livre, en effet, on sent que les personnages sont extrêmement travaillés. Ce sont eux, alors je ne vais pas dire la star du livre pour moi, c'est la ville, c'est Norilsk, clairement. Mais les personnages sont extrêmement bien travaillés et surtout, ils sont creusés jusqu'à l'os. Clairement, on connaît tout de leur vie, on connaît tout, on connaît quasiment tout de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Et ça, c'est extrêmement rare dans un polar. Pour moi, ce n'est presque pas un polar. On est à la lisière entre le roman noir, c'est plutôt ça d'ailleurs. Mais véritablement, vous avez travaillé vos personnages comme rarement on a connu dans ce style-là, clairement. Mais c'est parce que j'ai eu une chance, en fait, incroyable. En fait, ce qui est assez rare, parce qu'il y a toujours des sujets intéressants, enfin, que ce soit la condition des Maoris en Nouvelle-Zélande, l'histoire de la post-apartheid, etc. Mais on n'a pas toujours la chance de rencontrer des gens qui te déclenchent un amour, en fait, quoi, pour leur cause ou pour eux, même simplement, quoi. Et en fait, je l'ai ressenti en Argentine, avec les Grands-Mères à la place de Mai, parce que j'ai eu la chance de les rencontrer. Elles sont tellement, mais tellement émouvantes, parce qu'elles ont subi le pire qu'une femme puisse subir, mais elles ont gardé leur sens de l'humour, et c'est ce qui les sauve, et ce qui leur a permis, pendant 35 ans, de se battre pour la reconnaissance des gens qu'ils ont aimés, qui ont été disparus, et la recherche de la justice. Et quand j'ai fini quand j'étais en Argentine, et quand j'ai traîné un peu là-bas, je savais que mon livre devait être à la hauteur de leur combat à elles, quoi. Mais quand tu es poussé par cette puissance, en fait, quelque part, tu es obligé, s'il faut mettre 5 ans, bah, tu mettras 5 ans, mais il faut que tu sois à la hauteur de l'événement, quoi. Et non pas qu'en Colombie ou au Chili, j'ai rencontré des gens super, des choses hyper intéressantes, mais je n'ai pas eu cet amour comme j'ai connu en Argentine et comme j'ai eu la chance de connaître avec les jeunes mineurs de Norilsk. Et les personnages de Norilsk, en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés en étant magnifiés, romancés, mais c'est eux, en fait, quoi. Et je me sens un peu porte-parole de leur joie et de leur détresse, parce qu'ils sont en prison, ils sont dans une prison de glace, en fait, et ils savent très bien qu'ils ont très peu de chances de pouvoir en sortir. Et le fait de les avoir laissés, quand on s'y quittait, c'était hyper triste. Enfin, c'était beau et triste, quoi. Et du coup, ça m'a porté. C'est vraiment, ça m'a porté pendant tout le roman. Ça me porte toujours. Ça me portera toujours. Donc, c'est aussi une chance de rencontrer. On ne rencontre pas tout le temps dans chaque roman des gens qui te remplissent au point où tu te sens investi, pas d'une mission, parce que ça fait un peu Jésus, mais en tout cas, d'être à la hauteur de l'événement, en tout cas, l'événement affectif. Ça se sent clairement dans vos mots dans le roman. C'est une évidence. On sent cet amour-là par rapport à ces mineurs qui sont, on ne l'a pas dit, mais homosexuels aussi, et qui sont vus notamment par la population de manière beaucoup trop dure. L'homosexualité, forcément, en Russie est extrêmement mal vue et réprimée. Mais en effet, on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on sent cette tendresse-là. C'est une évidence. Jennifer? C'est aussi pour ça que j'ai pris deux personnages, parce que bon, de tous les potes qui étaient là-bas, ils avaient beau être hyper émouvants, etc., ils étaient quand même très homophobes, hein. Enfin, en tout cas, en groupe, enfin, quand on était tous ensemble, ah ben ça, c'est pas pour les PD, quoi. Et quand quand je fais une blague comme ça, je dis, par contre, je suis gay-friendly, hein. Ils me regardaient dans le genre un peu, non, on va oublier ce sujet-là, parce que là, ça nous va pas. Donc, en fait, limite, enfin, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y a plein de personnages, mais limite le suspense, c'est est-ce que les deux homos vont se faire découvrir en tant qu'homo ou pas, quoi. Jennifer et Franck? Ou Franck? Oui, c'est Franck. C'est Franck. Alors faites parler les filles, parce que c'est encore que les mecs qui vont parler là. Ah, bah alors, c'est Jennifer. Pardon, hein. Ouais, alors.
Ouais, j'avais une question. En fait, on sent que l'humain est au centre du roman et peut-être de tout, de plus de choses que ça. Quand vous allez dans un lieu, est-ce que, la question est plus sur le lieu, quand vous êtes dans un lieu, vous arrivez à vous imprégner de cette ambiance et de cet univers. Est-ce que quand vous revenez pour écrire ou peaufiner, fermer les yeux et y penser suffit, ou vous avez des choses, des objets pour vous mettre dans l'ambiance, ou vous avez à être tout emmagasiné? Est-ce que vous pouvez changer de lieu à volonté, ou comment ça marche en fait? En fait, j'ai pas de. Avant, j'avais un appareil photo, mais il y a longtemps, mais maintenant, ça prend trop de place, j'en prends plus. J'ai un appareil mon smartphone, il est vraiment nul, donc je prends quasiment pas de photos. J'ai toujours un carnet sur moi, je note quasiment rien, en fait. Et les seuls trucs que je ramène souvent, c'est des cailloux. D'ailleurs, j'en ai autour de moi, là, voilà. Là, j'ai autour de moi, voilà, j'ai des cailloux que j'ai ramenés. Alors, ça, c'était en Jordanie, ça, c'était à droite à gauche. Parce que le caillou, il y a un côté organique, en fait, quoi. Mais en fait, c'est quand on écrit, on est, enfin, surtout à l'étranger, on est une vraie éponge, en fait. Et souvent, on me dit, ah, vous êtes passé, alors, bon, je sais pas, pour Zulu, ah oui, vous avez passé ouais, 3 ans, vous avez mis 3 ans à l'écrire, vous avez passé 3 ans en Afrique du Sud. Je dis, ben non, moi j'habite en France, j'ai ma fille qui picole derrière, là, enfin, bah, avant elle picolait pas, mais bah, j'ai ma vie, en fait, quoi. Puis écrire, ça prend du temps, etc. Mais par contre, dans les townships, bon, dans Zulu, il y a plein de passages dans les townships, mais je suis resté une journée. Mais quand tu connais, quand tu t'es bien documenté, quand tu arrives dans un township et tu connais hyper bien le township de manière, tu connais les problématiques locales, quand tu vas voir des gens et que tu leur dis, ah ouais, alors dis donc, le problème de sida, l'infirmière, machin, ils te regardent, ils te disent, mais comment tu sais ça? En fait, ils disent, ah, parce que ça m'intéresse, voilà. Et là, ils t'ouvrent toutes leurs portes et tout leur cœur. Ils te racontent des tas d'histoires, en fait, et toutes les histoires que racontent les gens, elles sont toujours assez incroyables parce que tu ailles dans les townships sud-africains ou que tu ailles dans un bar à Norilsk, les gens, ils savent qu'ils vont te voir une fois dans leur vie, en gros. Donc là, ils te racontent tout. Souvent, ils te racontent des choses qu'ils ne disent pas à leur mari ou à leur mère. Enfin, et du coup, moi, je suis resté plat de toutes ces histoires, mais en fait, ce que je garde en fait vraiment de l'étranger, c'est l'émotion en fait, l'émotion vécue vraiment avec les gens à ce moment-là en fait, quoi. Et ça, par contre, tu le gardes mais toute ta vie, quoi. Et comme en plus, je sais que je vais m'en servir pendant 2 ans, j'y pense pas au moment où je vois les gens, mais je sais que enfin, moi, je suis dans l'hyper empathie. Ah, d'accord. Bah, merci. Bah, rien. Et à Nori, parce que justement, Caril, vous êtes resté combien de temps? Bah, une semaine, Une semaine? c'est rien, quoi. Mais la petite guide qui était avec nous, elle m'a dit, au bout de la semaine, elle m'a dit, bah, écoute, je sais plus quoi vous faire voir, parce qu'on est même allé dans les endroits où elle n'était jamais allée, elle. Elle me dit, bah, allez dans les collines au-dessus de Norilsk, pourquoi faire? Bah, je dis, bah, je sais pas, aller voir la ville de loin. Puis en plus, il y avait une ancienne usine toute tordue qui avait été abandonnée et tout. Puis elle me dit, c'est cool, bah, du coup, j'ai vu ça, en fait. Mais ça suffit. Bon, c'est aussi vraiment la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un bistrot qui était ouvert et notre petite guide, elle avait une copine à elle qui ouvrait ce bar et du coup, ils nous ont attendus. C'était marqué Vive la France, vive la bière, en français, sur leur derrière le bar. C'est trop mignon. Oh, mais ils sont trop mignons, ceux-là. Alors, que les grosses brutes et tout, mais ils nous attendaient, en fait. C'était magique, hein. C'était banal et Incroyable. magique. Alors, banal, je sais pas, mais c'est plutôt improbable quand même. Mais c'était un bistrot comme les autres. Moi, ça me rappelle le bistrot où je bossais à Rennes, en fait, hein. Donc, quand je suis arrivé, en plus, c'était la même musique. C'était AC/DC, mais à l'époque Bon Scott. Donc, alors, les plus jeunes, ça peut-être pas vous dire, mais j'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière, en fait, quand j'avais 20 ans, et avec les mêmes types de population. Donc, c'était drôle, en fait. À des milliers de kilomètres de chez vous. Annie Mm. Rose? Voilà. Bonsoir Aurélien, bonsoir Camille. Salut. Moi, je suis encore en pleine lecture de l'Aide. Ce qui me surprend, c'est que les histoires d'amour prennent encore plus de place que d'habitude. Alors, ça me surprend, mais en fait, moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'en effet, il y a très peu de violence, ce qui est très loin de Zulu, par exemple, ou de la trilogie néo-zélandaise. Est-ce que vous avez peur de perdre une partie du public qui est plutôt accroché à l'univers polar et moins, j'ai envie de dire, presque à la subtilité du roman noir? Bah, très souvent, en fait, on m'a dit, oh là, ouais, là, c'est quand même violent tes bouquins et tout. Là. Après, il y a des gens qui m'ont dit, ah non, mais moi, je peux pas lire ça, en fait, quoi. Alors, j'ai remarqué déjà entre Zulu, Mapuche, qui était assez violent, Condor, qui était moins violent, parce qu'il y avait un côté un peu chamanique et tout. On m'a dit,
Condor m'a dit, non, c'est moins violent, quoi. J'ai dit, bah, faut savoir, c'est trop violent, c'est pas assez violent. Donc, en fait, moi, je m'en fiche un peu. Hein. Enfin, c'est la sensibilité des gens. Il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait ça castaille tout le temps. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop ça, parce qu'en fait, moi, j'y connais rien. Hein. Toutes les scènes de bagarre, par exemple, je suis toujours un peu embêté d'écrire ça, parce qu'en fait, j'y connais rien, moi, en fait. Hein. Je connais la différence entre un pistolet et un revolver. Mais autrement, pour connaître, toi, pour être dans le fond de la violence, il vaut mieux lire DOA. Hein, il va vous dire des trucs en Kevlar, qui ont été machinés partout. Tout. Moi, je ne connais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports humains. Et l'histoire d'amour, en fait, c'est ce que je préfère écrire. Et c'est ce qui est le plus dur à écrire, parce qu'une scène, à la fin de passe, par exemple, il y a toute une attaque autour d'une villa. Bon, ça dure 15 pages. Bon, voilà, on dirait du cinéma, en fait. Tout le monde se tire dessus, etc. Mais je l'ai écrit une fois. Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à dire. Et alors, bon, j'ai peut-être relu une fois, mais j'ai rien d'autre. Enfin, ça ne m'inspire pas plus que ça. Des fois, il y a des passages obligés, parce qu'on a besoin de ça pour faire avancer l'histoire, mais ça ne me dit rien. Par contre, une scène d'amour, quand je dis une scène d'amour, ce n'est pas forcément de sexe, hein, c'est une scène juste de deux personnes qui se rencontrent. Pour que ce soit vrai, en tout cas que ce soit un peu qu'on y croit, moi, ça me demande, mais je sais pas, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. C'est beaucoup plus difficile, moi, je trouve, à écrire. Et c'est ce qui m'intéresse, évidemment, parce que c'est ça qui va être le ressort. Parce qu'au final, dans mes livres, souvent, j'espère que ce dont on se souvient, c'est des personnages. Il y a une histoire d'amour. Donc, cette histoire d'amour, elle va être déchirée, déchirante. Est-ce qu'ils vont s'en sortir, pas s'en sortir? Il faut que c'est la sensibilité de l'amour en fait qui fait qu'on s'attache au personnage. Et moi, j'espère que les lecteurs ils sont aussi possédés que moi à la fin du livre avec les personnages qui sont les héros. L'histoire de serial killer, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et bon, déjà, ça représente 0,0001% de la population, donc ça représente rien humainement. Enfin, franchement, bon, bof. Et puis les mecs, c'est là, comment je vais découper machine et tout. Bon, ça m'inspire rien, quoi. Donc l'histoire d'amour, j'espère que la tendresse sera plus forte que la bêtise. On peut toujours espérer. Hein. Il faut. Delphine? Oui, bonjour Caril, bonjour tout le monde. Alors je suis désolée, je n'arrive toujours pas à actionner ma caméra quand je viens par ici. C'était juste pour répondre à la précédente intervenante qui se demandait si Caril Ferret pourrait perdre une partie de son lectorat parce que il changeait un petit peu de style ou en tout cas il y avait beaucoup moins de violence dans ses livres. Alors je n'ai pas encore lu L'Aide, mais j'ai très envie de le lire et j'ai toujours entendu le plus grand bien de Caril, mais justement le côté hyper violent, moi c'est ce qui me refroidissait et c'est ce qui fait que je n'ai jusqu'à présent pas encore lu ces romans. J'avoue que moi, ce qui m'intéresse dans le polar, c'est vraiment les ressorts psychologiques, les enquêtes sociologiques, historiques, de découvrir un pays, de découvrir des aspects sociétaux, des choses que je ne connais pas du tout d'un pays ou d'une situation historique ou même dans notre propre pays. Il y a des choses... il y a des polars qui dévoilent comme ça des aspects qui sont plutôt cachés. Et voilà, donc du coup, moi, c'est plutôt, j'aurais plutôt justement envie de lire plus particulièrement ce roman plutôt que les précédents. Alors, je ne vais pas faire la retape parce que c'est débile, hein, mais dans mes autres livres, il y a certains livres où il y a des scènes qui sont violentes parce que en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, c'était pas super rigolo. En Argentine, pendant la dictature et au Chili, c'était pas super rigolo. Et comme je donne la parole aux victimes, évidemment, il y a toujours un moment où on revit, où elles revivent des épisodes dramatiques. Mais j'espère que quand même, souvent c'est un peu ça qu'on retient, qu'on me dit, ah, non, c'est violent. Mais oui, ce dont vous parlez est violent. Donc la violence, si j'entends ce que vous voulez dire, c'est que la violence, elle est aussi due à ce que. C'est vrai que quand on parle d'une dictature, c'est un petit peu difficile d'éviter la violence. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais j'espère en tout cas qu'il y a toujours de l'amour, la tendresse, de l'humour, tout ce que vous venez de dire, malgré certains livres qui ont des scènes violentes. Je pense que
si les gens, si certaines personnes aiment mes livres, je pense que ce n'est pas pour la violence, parce que je suis contre la violence, en fait, quelque part. Donc, il n'y a aucune fascination pour la violence. Je pense que ce qu'ils aiment, c'est justement la façon… parce que ce qui est violent, en fait, c'est le côté réaliste. Parce qu'en fait, comme sa base, ça vient de l'histoire des pays et des gens qui l'ont subi. Donc, c'est une violence qui est réaliste. Ce n'est pas des mecs qui découpent à la tronçonneuse, des mecs tous les… avec le signe du zodiaque, je ne sais pas quoi, enfin, des trucs à la con là. Donc comme c'est un peu réaliste, ça fait un peu plus, ça prend plus au trip, mais justement, en fait, le but, c'est que les scènes qui sont bien, elles sont, j'espère, jamais gratuites, elles sont faites pour que les lecteurs soient attachés à des personnages et se disent, ah ouais, quand même, ces pays-là, ils ont subi des choses vraiment bien dégueulasses, quoi. Non, mais ça, j'entends bien et j'entends que la violence ne soit pas gratuite parce qu'elle est en effet inhérente à ces régimes. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin, l'histoire de l'Amérique du Sud est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je lis régulièrement des livres qui abordent la dictature et c'est vrai que alors il y a aussi le genre polar qui peut-être accentue ça, mais c'est vrai que on peut aussi parler de la dictature sans avoir ces descriptions-là. Voilà, donc moi c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais parce que je le supporte assez mal peut-être parce que je me le représente trop et que je trouve ça absolument effroyable. Cependant, oui, je comprends bien que ce soit absolument pas de la violence gratuite quand vous en parlez, mais c'est vrai que moi, j'ai une certaine réticence appréhension et réticence à lire ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je me réjouis, par contre, de lire votre nouveau livre. Et c'est comme l'eau froide en Bretagne, quoi. Dire que l'eau est turquoise, on a envie d'y aller, on appréhende un peu, puis on se jette à l'eau. En tout cas, celui-ci, Delphine, selon ce que tu as dit, selon tes goûts, clairement, c'est pile dedans. C'est-à-dire, véritablement, c'est pile dedans. J'en ai bien l'impression, oui, effectivement. Ouais. Vous pouvez essayer une fois, vous allez voir. Voilà. Je vais. Sandra ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Aurélien et Caril. Merci pour cette rencontre super intéressante. Vous disiez tout à l'heure, Caril, que vous étiez plus ou moins blacklisté à Norilsk. Je voulais savoir si globalement, au-delà de l'humain, effectivement, qui est au centre de vos romans, si autour des sujets politiques, sociologiques, historiques, vous avez parfois rencontré ou reçu des messages de détracteurs, de gens qui voyaient d'un mauvais œil ce que vous racontiez, ce que vous mettiez en exergue dans vos romans, justement à travers cette violence, à travers les histoires que vous racontez dans vos polars, dans vos romans noirs plutôt, pardon. En fait, pas trop, parce que je réfléchis en même temps. En fait, comme souvent, je donne la parole, en tout cas, je rappelle ce qu'ont subi les victimes de différents régimes, on va dire. Donc souvent, en fait, c'est plutôt l'inverse qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été exilés au Chili, du Chili qui ont été exilés en France et en Argentine, etc. Et quand il y a un auteur français et qui, 30 ans plus tard, écrit un livre qui parle de ce qu'ils ont subi, mais ça leur fait… j'ai des rencontres super émouvantes de Français réfugiés, qui étaient anciennement d'Amérique du Sud notamment, qui disaient en fait c'est que tout ça n'est pas vain. C'est-à-dire qu'un étranger, qu'un mec qui habite à 10 000 km fasse un bouquin qui parle de ce qu'ils ont subi, c'est plutôt réconfortant dans le sens où l'histoire, c'est pas juste de l'oubli, en fait. Et les seuls trucs… en fait, souvent, comme je ne m'intéresse pas tellement aux bourreaux, il y en a, mais en fait, les personnages ne sont pas tellement développés. Ceci parce que c'est des gens que je ne vais pas voir souvent. Souvent, moi, je vais plutôt voir les victimes ou des proches des victimes. Et moi, je ne suis pas journaliste dans le sens d'investigation où, tiens, on va essayer de choper un bourreau et puis de sortir les vers du nez. Auquel cas, j'aurais pu avoir des contacts liés. Ah ouais, tu m'as caricaturé ou des choses comme ça. Mais en fait, non. Non, je n'ai pas eu trop de retours comme ça. Sauf les offices du tourisme. C'est-à-dire que
Jamais j'ai eu des médailles de l'Office du tourisme d'Afrique du Sud ou d'Argentine disant « Ah, bravo, vous avez belle image de mon pays ». Ça, généralement, ça ne marche pas. On imagine bien. Eva? Oui, bonsoir Caril et bonsoir Aurélien. Vraiment, je suis ravie d'être là ce soir. C'est absolument passionnant. J'avais une question pour Caril et une question pour Aurélien. Caril, j'ai vu que votre roman Zoulou avait été adapté au cinéma en 2013 avec un très beau casting. Il y avait Orlando Bloom, Forest Whitaker. Je voulais savoir si vous aviez été impliqué dans l'adaptation, enfin savoir un petit peu comment ça s'était passé et savoir aussi si vous aviez d'autres romans qui allaient être adaptés au cinéma. Et la question pour Aurélien, c'était de savoir ce que c'était la bestiole rouge derrière. C'est une lampe. J'adore mon fils, c'est une sorte de petit diable. Et voilà, donc on joue beaucoup avec. Mais voilà, c'est très littéraire. Pour ce qui concerne Zoulou, c'est une longue histoire. En fait, j'ai carrément fait un chapitre j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Pourvu que ça brûle, en fait, qui raconte un peu c'est le bricolage, comment se bricole mes livres, en fait, quoi, qui sont liés au voyage que je fais. Et puis, c'est un peu la cuisine, la cuisine des écrivains. Et puis, il y a un passage qui parle de Festival de Cannes, parce qu'en fait, Zoulou a fini au Festival de Cannes. Donc, au départ, c'était compliqué. Je l'ai fait hyper vite, parce qu'en fait, normalement, ça dure 20 pages. Mais j'ai fait des scénarios, mais c'était pour un autre réalisateur. Puis finalement, ça a changé. Mais ils m'ont impliqué. Jérôme Salle le réalisateur est devenu un ami. C'est super bien entendu. Du coup, ils m'ont invité à Cannes, ils m'ont invité pour un tournage. Donc, c'était génial. Forest Whitaker, Orlando Bloom, juste des mecs, mais trop sympas. Juste des mecs normaux, en fait, quoi. Et comme en plus, les tournages, c'était dans les townships, de voir Forest Whitaker, Orlando Bloom discuter avec des pauvres gens, parce que là, vraiment, dans les townships, en plus, où ça se tournait, c'était vraiment des gens qui n'avaient jamais vu autre chose que des gangsters autour d'eux. Donc, c'était assez magique. En fait, c'est aussi le coup de chance. Hein. Souvent, c'est la première fois que tu joues à un jeu, tu gagnes, en fait, quoi. Et là, c'était un peu ça, en fait. Après, le cinéma, c'est toujours un peu compliqué parce que quasiment tous mes livres ont été optionnés, comme on dit optionnés, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui achètent les droits. Mais après, monter un film, il faut trouver le réalisateur, il faut trouver les acteurs, il faut trouver l'argent. Et très souvent, en fait, Mabuchi a failli se faire 10 fois, et puis c'est jamais fait pour des raisons trop longues à expliquer. Et donc jusqu'à présent, Zoulou, c'était le seul, mais j'ai eu une chance incroyable et je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que l'adaptation est hyper bien, vraiment hyper bien faite. Les acteurs sont formidables. C'était vraiment une chance. Vraiment une chance. Et on ne se sent pas trahi par rapport au film, justement. C'est vraiment très bien adapté. Pour vous, c'est totalement fidèle à ce que vous aviez imaginé? Disons qu'il y a deux choses, hein, parce que des fois, les auteurs sont là, oui, non, oui, machin, voilà. Bon, après, on va être simple. Hein. Où tu vends tes droits et écoute, quelqu'un adapte ton texte. Donc, ça peut être du cinéma, ça peut être du théâtre, ça peut être ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on vend ses droits à un producteur, c'est normal que le producteur, il en fasse ce qu'il veut. Et c'est valable pour le réalisateur ou le metteur en scène si on a fait autre chose, quoi. Après, on peut trouver que c'est pas comme ça, machin, mais je vous mets au défi. Personne ne lit le livre de la même manière. Hein. Dans tous les livres, il y a ce qu'il faut. L'imagination, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit, c'est que certes, l'auteur a écrit quelque chose, mais en fait, c'est entre les lignes que tout se passe. Et par exemple, moi, je ne décris pas tellement physiquement mes héros. C'est vu par d'autres personnages, etc. Mais chacun a une image complètement différente des héros et même presque du livre. Il y a des lectures complètement différentes du même livre, en fait, parce que vous, en tant que lecteur, vous avez votre imagination. Moi qui suis un gros lecteur, c'est pareil, en fait. Je vois bien qu'on travaille beaucoup quand on lit, en fait, quoi. Notre imagination, elle carbure tout le temps. Donc, le problème du cinéma, c'est que le cinéma, il te propose une seule image et il te l'impose, en fait, quoi. Donc, tout le monde... C'est impossible qu'on dise « Ah bah oui, c'est exactement ça que j'avais vu ». C'est impossible, parce que chaque lecteur, il a vu des choses différentes, etc. Donc, tu ne peux jamais réconcilier tout le monde sur une adaptation, parce que c'est impossible, quoi. Donc, le réalisateur, il te propose, lui, sa vision des choses, il fait des choix, parce qu'il ne peut pas tout mettre, et donc tu es d'accord avec ses choix ou pas. Dans Zoulou, par exemple, ils ont gardé que le côté thriller. Tout le côté social, politique, c'est trop compliqué, amoureux, tous les rapports amoureux, les personnages les uns les autres, il a fallu faire une série.
C'est-à-dire qu'il a fallu 7 ou 8 heures pour vraiment développer tout, quoi. Bon, il avait 2 heures, donc il a fait des choix, en fait, quoi. Et des fois, si on trouve… Mais après, aussi, le producteur, en gros, il te dit aussi qui va être le réalisateur, quoi. Si le réalisateur, par exemple, s'il m'avait dit c'est Luc Besson qui va faire Zoulou, bah, j'aurais dit, bah non. J'ai pas envie qu'il y ait des Tamagotchi qui sautent partout et qui soient complètement débiles, quoi. Enfin, bon, j'aime pas trop Besson, vous avez compris. On a compris. Les Tamagotchi qui sont derrière Aurélien, justement. Annie-Rose? Du coup, en lisant L'Aide, je découvre Norilsk, et, qui est quand même la capitale du capitalisme le plus extrême, avec un désastre écologique incroyable. Est-ce que les mineurs ont encore la force de lutter contre tout ça, ou est-ce qu'ils sont dans une acceptation froide de cette situation? Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'ils sont dans l'acceptation parce que leur objectif, c'est de vivre, en fait. Ça peut paraître un peu débile, hein, mais survivre à tous les hivers, survivre aussi à tous les étés, parce qu'en fait, ils me disent que c'est presque le plus dur, c'est presque l'été, parce que l'été, ils sont en open space toute l'année, en fait, parce qu'il fait jour tout le temps. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de vivre beaucoup à ce moment-là, alors qu'il ne se passe pas grand-chose de plus. Et puis, trouver une copine, faire un enfant, sachant que l'espérance de vie est limitée, ils sont au défi. Le défi, c'est presque de vivre, en fait, quoi. Et l'écologie, c'est vraiment des problèmes de luxe, entre guillemets, quoi. Vraiment, entre guillemets, hein, parce que c'est un désastre. Enfin, c'est tellement désastreux qu'il y a eu… Quand j'ai fini d'écrire le livre, il y a eu la catastrophe, en fait. Tous les piliers sont effondrés. C'était la première marée rouge d'Arctique. Et ce n'est pas tellement surprenant, hein, vu ce qui se passe chez les Russes. Mais ça me fait pas, je crois que j'en parle un tout petit peu. C'est juste une réplique, hein, dans le livre, mais bon, je ne spoilie pas parce qu'en fait, c'est anecdotique. Mais c'est comme le problème LGBT, en fait, quoi. Donc, parce qu'à un moment, je dis, bon, mais bon, il y a quand même, ok, vous êtes homophobe, machin et tout, mais il y a des LGBT. Et ils m'ont dit, bah oui, en fait, il y a je sais pas, 10 personnes, en fait, ils ont demandé à faire une gay pride, en fait, quoi. Ils sont allés à la mairie, ils ont dit on peut faire une gay pride. Ils ont dit ben ouais, en janvier. En janvier, il fait moins 50, en gros, quoi. Donc, si vous avez envie de vous les geler, allez, faites un char en slip à moins 50, voilà, vous avez le droit. Voilà, c'est l'humour russe. Il y a quelques passages de poésie, justement, dans ce livre-là, notamment par Nikita. Est-ce que ces poèmes-là sont de vous? J'avais un doute, je ne sais pas s'ils sont de vous, mais j'imagine que oui. Oui. Alors justement, on a rarement un auteur de polar qui fait de la poésie. Est-ce que c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps, ou au contraire, c'est uniquement sur celui-ci? Non, c'est pas uniquement celui-ci. Il y avait enfin bref. Non. Dans Mapuche, il y avait déjà le père, le père du héros qui faisait des poèmes en prison, là. Moi, j'aime la poésie parce que pour moi, je ne vais pas dire que c'est le summum de l'écriture, mais c'est l'essence, c'est la condensation, la combustion, en fait, plutôt de l'écriture. Elle est dans la poésie. Alors, quand je dis la poésie, c'est pas le petit pont de bois, voilà, c'est un peu plus René Char, en fait, une poésie qui est plus à l'os, en tout cas, quoi. Et donc, pour moi, ça va complètement, ça va complètement avec le polar, en fait, hein. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais tous ceux que j'aime, en fait, quoi, enfin, je vais pas redire Abrel, quoi, qui est quand même le mec qui est le premier punk, quelque part, quoi. Enfin, il suffit de le voir sur scène, en fait, de voir ce qu'il donne, et son énergie, sa colère, sa force, son amour, sa tendresse. Enfin, le mec, il donne tout, avec une énergie clashienne, en fait, quoi. Et il fait de la poésie en même temps, en fait. Donc, pour moi, je sais que c'est pas hyper… c'est pas ce qu'on attend dans le polar. D'ailleurs, dans Condor, il y a carrément 20 pages. Alors, bing, d'un coup, quoi. Alors, je sais que ça calme un peu. On se dit, c'est bizarre ce texte. Tout. Ouais. Bah oui, c'est une façon d'introduire aussi. C'est presque compensatoire, en fait, par rapport justement à la violence du monde, en fait, quoi. Et à part l'amour et la poésie, qu'est-ce qu'on peut opposer à la violence et à la barbarie? C'est ça, en fait, quoi. Et comme on est composé, on est multiples tous les uns les autres, quoi. Et on est fait à la fois de colère et d'amour, et si on peut l'exprimer de toutes les manières possibles. C'est pour ça que le roman noir, j'aime le roman noir, c'est parce qu'on peut vraiment tout mettre dedans, en fait, quoi, y compris de la poésie. Alors, il faut ruser un petit peu, il faut trouver
un poète, un machin, un truc. Mais des fois, la poésie, elle est juste dans une association de mots, ni vu ni connu, en fait, quoi. Mais juste que le lecteur se dit, ah tiens, c'est pas tellement français ce que tu as dit, là, les deux mots, ils sont un peu bizarres. Mais par contre, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, ça fait travailler le lecteur et ça lui donne, j'espère, un tout petit peu de beauté, des petits soleils que tu balances comme ça. Prêcher des convaincus, on a reçu les éditions Bruno Doucet hier, donc typique poésie. Donc en effet, on est séduit par la poésie et encore plus dans les polars. C'est votre touche et tant mieux qu'elle soit là. Sandra? Oui, mais je me permets de rebondir par rapport à cette poésie qu'on peut trouver dans votre roman. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Est-ce qu'il est possible que vous en lisiez un passage justement de ces passages poétiques dans votre roman Vous avez prévenu, Caril. Envie de lire. Pour moi, c'est un peu dur parce qu'en fait, ça ferait le mec, le poète qui déclame ses œuvres et tout. Quoi. Et donc, Non. C'est pour aussi donner encore plus envie. S'il vous plaît, Caril, ce serait un vrai plaisir. Vraiment. Mais j'ai jamais lu, mais ça fait un peu. Moi, je suis un peu. Alors, c'est bizarre que là, du coup, on est autour de l'aide, donc évidemment, on attend un peu ce que je vais en dire, etc. Quoi. Mais j'aime pas trop la ramener. Enfin, je la ramène, mais j'aime pas trop la ramener, en fait. Quoi. Et si je lis un truc, ça. Je sais pas, voilà, je suis un peu timide. C'est comme ça qu'on va le prendre, hein, nous. On ne le prendra pas comme ça du tout. Hein. C'est juste pour notre plaisir à nous, en fait. Voilà. Après, je ne veux pas vous forcer. Hein. Si vous ne le sentez pas, je ne veux surtout pas vous forcer. Non, excusez-moi, mais je fais ma jouvencelle. D'accord, mais j'aurais essayé, c'est pas grave. Je vous remercie quand même. Pardon. C'est très modeste. Je vous en prie. C'est très humble et modeste. Eva? J'ai demandé la même chose que Sandra, hein, que vous nous lisiez des livres. Non, je plaisante. Vous disiez tout à l'heure, Caril, que vous étiez un grand lecteur. Aurélien, je sais que vous lisez aussi beaucoup. Justement, est-ce que vous avez des livres à nous recommander, des livres qui vous tiennent particulièrement à cœur voilà. Moi, il y a un auteur que j'avais lu il y a un petit moment, mais qui s'est mis à faire du polar, enfin, même des fois du roman noir, mais c'est Richard Morgievre. Oui. Je trouve ça magnifique. Quoi. Alors, l'histoire, on la suit pas vraiment. Au début, en fait, ce bouquin-là, j'ai lu, tiens, Richard Morgievre, j'en avais lu il y a longtemps. J'ai dit, tiens, il se met au polar, super et tout. Puis je commence à lire, et je commence à lire un peu vite, parce que, tiens, c'est un gros bouquin, 500 pages, tiens, on va commencer à lire. Et puis j'ai lu, je sais pas, 5 pages, je dis, mais en fait, je comprends rien. Je comprends rien. En fait, c'est juste parce que je lisais trop vite. Parce qu'en fait, il commence une histoire et puis en fait, il va complètement déborder, il va complètement ailleurs. Et puis il revient dans son histoire. Et si tu lis ça trop vite, tu comprends, mais juste que dalle. Et donc j'ai repris à zéro. J'ai dit que tu vas le lire lentement, comme un essai, en fait. Il y a des livres qu'on lit plus ou moins vite. Enfin, et du coup, je me suis mis à le lire lentement. Et même si l'histoire, c'est pas ce qu'on retient, il y a une langue et une façon d'écrire les personnages tellement particulière. Moi, c'est ce que j'aime dans le roman noir, c'est quand même surtout l'écriture, même. J'aime bien qu'il y ait des histoires bien menées, etc. Mais moi, je lis pas beaucoup de thrillers qui thrillent. J'aime bien quand il y a l'écriture, en fait. Quoi. L'épigraphe est pour Alexievitch, pour Svetlana Alexievitch. Est-ce que vous avez une tendresse particulière pour elle? J'imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à elle? Elle a fait le boulot, elle a fait mon boulot, en fait. Quoi. Enfin, elle a fait tout le boulot de recherche que je fais, généralement avec les témoignages que j'essaie d'avoir chez les gens. Elle, c'était une mine. D'ailleurs, j'ai repris plein de trucs de ses livres. Hein. Il y a plein de témoignages que j'ai repris. Hein, et je n'ai pas de problème à dire que tu vois, tout ce qui est autour de Shakir, là, le mec qui revient de l'Afghanistan, moi, je n'ai pas rencontré à Norilsk des mecs qui reviennent de l'Afghanistan. Ils étaient, non, c'était pas l'âge. Bon, j'ai plutôt rencontré des jeunes, en fait. Quoi. Mais elle a interviewé des milliers de personnes en Russie de tous les âges, depuis l'armée rouge jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, elle a fait un boulot anthropologique magistral, quoi. Vraiment magistral. Et pour comprendre un peu l'âme d'un pays, quand tu as, dans ces livres, tu as peut-être, je sais pas moi, 500 témoignages de gens qui parlent de choses, mais vraiment à l'os, quoi. Et ben là, tu comprends vraiment, tu comprends l'âme d'un pays, quoi. Et si quelqu'un, alors on a une autre histoire, mais en France, personne n'a fait ce travail, en fait, quoi. Et je pense que ce serait intéressant absolument partout, mais en France aussi. Et donc c'est pour ça qu'elle traverse le bouquin, c'est pour ça que je l'ai mis en exergue, et j'en parle aussi à la fin, c'est que elle m'a vraiment aidé, enfin ses livres m'ont aidé, quoi. Dans le livre, presque au début, vous parlez de Norilsk comme une ville vortex qui aspire le cerveau humain. C'est véritablement ça, ça aspire l'esprit humain. Bah, c'est un peu ce que disent les gens, en fait, quoi. Moi, je ne suis pas resté assez longtemps, en fait, pour ressentir ça. Mais ce sentiment d'enfermement, en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en arrivant, tu te demandes tu te demandes déjà comment tu vas partir. Et quand le dernier jour, on avait parce qu'en plus, les FSB nous avaient laissé une semaine, en fait, mais pas un jour de plus. Et ils sont tellement en retard qu'on s'est dit, il y a intérêt à ce qu'on parte le jour même. Parce que dès le lendemain, on était, entre guillemets, hors la loi. Et comme il y a les tempêtes, etc., on s'est dit, si jamais la rotation, il y a un avion qui fait la rotation entre Moscou et Norilsk, si jamais il y a un problème quelconque, de tempête ou autre, on va rester un jour de plus à Norilsk. Et là, le FSB peut nous dire le lendemain, c'est tout à fait leur style, ah, mais vous n'avez plus les papiers. On dit, ouais, mais il y a une tempête hier. Ah oui, mais vous n'avez plus les papiers. Et là, direction, je crois, prison, enfin, on n'en sait rien, quoi. Donc, tu es quand même, t'es pas tranquille, en fait, quoi. Vraiment, on n'y pensait pas tous les jours, mais quand même, on avait toujours une petite blague. Ah ouais, imagine qu'on rentre pas. Ça, c'est le rire un peu nerveux, en fait. Alors, pardon, j'ai coupé la question d'Eva tout à l'heure pour Aurélien sur ses lectures. Oui. Alors moi, je ne lis pas des masses des livres parce que je suis entouré de manuscrits et que je m'accorde pas assez de temps. Mais j'ai été nommé là dernièrement au CNL pour aider à donner des bourses aux auteurs. Et donc, je suis très heureux de ce boulot parce que on m'a demandé, c'est sorti de nulle part, et puis j'aime bien aider les auteurs. Donc là, c'est un autre moyen de les aider. Donc ça me force à lire ça me sort de mon bocal. Et parce que je lis, je lis pas que des polars, enfin, je lis de tout ce qu'on me donne, quoi. Et donc j'ai découvert un auteur qui s'appelle Vincent Message et qui a fait un livre qui s'appelle Défaite des maîtres et possesseurs. Il y a eu le prix Orange. Quoi, pardon? Il y a eu le prix Orange pour ce livre. Eh ben, tu connais mieux que moi, tu vois. Et donc je l'ai lu. Donc après, j'ai lu Cora dans la spirale. Enfin, j'ai lu ses livres et j'ai été totalement blousé. C'est-à-dire que moi, je suis un peu. Alors évidemment, je ne suis pas pour l'élevage en batterie, je ne suis pas pour la maltraitance animale, mais je n'étais pas non plus et je ne suis pas encore tout à fait un végétarien. Mais j'ai lu ce livre il y a 15 jours et c'est un livre qui traite de la cohabitation entre les espèces, quoi. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup du genre en ce moment, entre le LGBT, les hommes, les femmes, les trans. Là, c'est l'espèce humaine et les animaux. Et il arrive à trouver une manière de décrire ça qui, moi, m'a totalement, j'allais dire, bouleversé. Et ça faisait longtemps que j'avais pas, que je lisais comme si j'étais un ado, quoi. Donc, il présentait son nouveau projet et lui, mais je vais le défendre corps et âme parce que je trouve ça charmé. En plus, ce mec a écrit ce livre et il avait 33 ans. Donc, j'étais à me dire, putain, quel. Donc, voilà, c'est une sorte de petit monstre. Et voilà, c'est le prix Orange. Je ne savais pas qu'il avait eu un prix. C'est quoi le prix Orange? C'est Orange Télécom ou Orange Ouais, c'est ça, c'est le prix de marque voilà. Orange. Et voilà. Donc, je vous le conseille. Blogueur, il l'a eu, mais c'était il y a quelques années déjà. Ouais. Parce que quand je lis le projet d'un auteur, je suis obligé, c'est pas, il y a pire comme obligation, mais il faut que je lise tout ce qu'il a fait avant. Donc, oui, je crois que c'est 2016. Oui, ça doit être ça. Ouais. C'est le prix Orange surligneur. Il n'y a pas de CQFD. Voilà, CQFD. Voilà.
Est-ce que vous avez un projet commun encore? J'imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du futur projet ensemble? Je crois que c'est compliqué, c'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est des preuves d'amour. Donc, c'est toujours pareil. Ça, c'est mon métier de. Je veux dire, l'éditeur est un peu une pute aussi, gentiment. Mais je veux dire, il faut qu'il passe envie. Et donc, si j'ai envie que Caril revienne me voir un jour, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh ben, il faut que je lui donne envie. Donc, il faut que je me décarcasse la nanette, c'est-à-dire que j'empêche qu'on soit confiné. Ça dépend que de moi. Genre, donc je pousse les murs. Et il faut que, ben voilà, faut qu'il se sente aimé. Alors, je dis ça en rigolant quand je parle de la pute. Et puis, en plus, bref, je ne le disais pas avec mépris du tout, loin de là. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse mes preuves. Et je trouve ça assez chouette. Si j'ai comment dire, j'ai sauté dans le vide en créant une collection de rien, c'était aussi ça, c'est-à-dire que ben voilà, j'avais 40 ans, j'étais à la série noire depuis que j'avais 25 ans, et ben, il me fallait un défi. Enfin, tout à l'heure, il parlait de séries récurrentes et de ronronnement. Bon, bah, à la fin, voilà, c'est-à-dire que on avait eu des succès, Caril cartonnait, d'autres auteurs aussi marchaient très bien. J'étais toujours aussi bien payé chez Gallimard. Et à un moment, je me suis dit, voilà, il faut vivre. La vie, elle est courte, en fait. Puis j'ai eu un enfant, j'ai eu un divorce. Enfin, bref, tout ça, c'est télescopé. Et donc là, je repars de zéro. Et en tout cas, je fais tout pour que Caril soit content et qu'il voit que je l'aime. Et puis surtout, moi, ce que j'ai aimé, là, il parlait tout à l'heure de l'aide, en quoi c'était aussi un peu différent. Voilà, je veux qu'il sache que je l'aime et qu'avec moi, on peut aussi sauter ensemble un peu dans l'inconnu. Et comme les chats, on retombera sur nos pattes. Et moi, c'est un livre qui m'est extrêmement cher parce que justement, je trouve que Caril, alors moi, j'aime beaucoup la musique. Il y a un musicien que j'aime bien qui s'appelle Neil Young. Et Neil Young, on a toujours l'impression que c'est la même chanson, mais c'est jamais la même chanson. Et je trouve que l'aide, on retrouve tout Caril. C'est-à-dire que si vous avez lu du Caril, vous ne serez pas non plus surpris. Mais en même temps, c'est totalement différent si on regarde bien. Et donc, j'adore les auteurs qui se réinventent. Je trouve ça hyper émouvant d'en être témoin. Et puis surtout, après, personnellement, je prends ça comme un cadeau. Donc voilà, le futur, n'est pas écrit, quoi. Il est à écrire, quoi. Donc à nous de le faire. Même si le calendrier est déjà bien rempli, vous nous aviez déjà parlé la dernière fois des sorties, des sorties qui étaient déjà prévues. Ah ouais, non, mais là, je suis en train de programmer. 2026. Non, là, je suis à 2023, mais ça va déjà. Mais donc voilà. Mais après, les espaces, on les crée. Hein. Surtout pour Caril. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis un vieux matou et j'aime pas qu'on me presse. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les journalistes. Il faut toujours répondre dans la minute et tout. Ah non, c'est déjà passé et tout. Moi, si je fais de l'édition et pas d'autre chose, c'est parce que c'est très, très lent, l'édition. Moi, je vois l'édition comme un paquebot. Et pour faire bouger un paquebot, il faut s'y prendre à l'avance, quoi. Et donc, j'aime bien avoir beaucoup, beaucoup de temps devant moi. Comme ça, quand les livres sont finis, je sais que je peux les placer. Par exemple, je voyais Dominique Manotti l'autre jour, et je sais que quand elle aura fini son prochain livre, ça va mettre du temps. Et je ne lui dirai pas, non, maintenant tu es bien gentil, il faut que tu attendes 2 ans. Donc c'est pour ça que je prévois toujours, quand je dis je pense à 2023, je n'ai pas tous les textes de 2023, mais je sais qu'il y aura tel ou tel texte, et je sais que les auteurs travaillent, et je sais que moi j'aime bien planter des graines, donc je ne fais pas ça je ne suis pas un one-shot, quoi. Enfin, voilà. Jean-Marc? Oui, une question aussi pour Aurélien. Justement, comment on lance un livre en 2021? On nous rabâche les oreilles tout le temps en disant faut s'adapter, faut s'adapter. Bon, ok. Donc l'année dernière, à la même époque, c'était un peu forcément morose chez tous les éditeurs et tous les auteurs, et on peut le comprendre. Et puis d'un seul coup, on nous a dit que c'était la fête en fin d'année et que tout était rattrapé. Et puis là, on nous reparle à nouveau de reconfinement et d'autres choses. Ouais. Par quelle étape vous passez et comment justement vous vous adaptez, même si ce mot est un peu horrible?
Franchement, je sais pas. Moi, je m'adapte pas. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Quoi, les choses me tombent dessus comme des paquets de mer. Et c'est vrai que une des raisons pour lesquelles j'ai fait j'ai fait de l'édition. Pourquoi j'aime ce métier, c'est que bon, il y a la partie celle dont je parlais tout à l'heure avec Caril, c'est-à-dire ce que j'appelle le page à page, c'est-à-dire on s'assoit à côté, puis on regarde le livre, on parle des personnages, on les fait vivre devant nous. Et puis après, donc ça c'est la partie, on va dire, on est dans le studio, quoi. On enregistre l'album pour être dans un langage musical. Et après, il y avait la tournée. Donc évidemment que là, moi j'avais prévu, on devait aller faire les rigolos ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être rigolo tout le temps, mais en tout cas d'aller dans des librairies, d'aller célébrer et d'incarner le livre. Donc moi je suis extrêmement frustré. Là je fais ça parce que c'est mieux que rien, mais c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir aller en librairie, de ne pas pouvoir... en lançant Equinox, moi j'ai repris... parce que quand je dis j'ai Equinox, c'est comme si j'étais dans le groupe les Rolling Stones en 75 et que tout d'un coup je disais ah tiens j'ai fondé les Ramones. Donc j'ai dû repartir dans un van avec mes petits livres que je distribuais, repartir totalement de zéro. Et donc ça faisait partie aussi de l'excitation. Donc là moi je suis extrêmement frustré. Ce que je me dis c'est que avec le printemps ça va se calmer quand même et on va pouvoir quand même des gens pourront être dehors, on pourra peut-être repenser l'espace, mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse retourner au contact. Alors, moi, je suis un biodinosaure, c'est-à-dire que là, dans ma boîte, il y a évidemment des mecs, le roi du marketing et du commercial, ils sont là à penser à plein de choses. Et je n'ai pas été briefé, donc je ne pourrais pas vous le dire exactement. Mais entre guillemets, ça les concerne. Moi, en tant qu'éditeur, je suis terriblement... frustré à la fois de ne pas rencontrer des libraires et des lecteurs, et puis aussi tout bêtement, pour mon petit plaisir personnel, de passer du temps avec Caril. C'est-à-dire qu'on devait aller dans le sud, passer un week-end à faire les pimpins, on ne peut pas le faire. Donc moi, c'est aussi du temps, parce que voilà, il a une fille, moi j'ai un fils, il a une amoureuse, enfin, chacun a sa vie, et là, c'est des moments un peu genre, bon, là, on part en tournée, quoi. Et là, on a un peu le bec dans l'eau, donc c'est pas triste, hein, mais c'est ultra frustrant. Et c'est les tirages diminués Non. Alors non, moi ce que j'ai fait par contre, par politesse, on va dire, c'est que normalement, normalement, je faisais 14 titres dans l'année. Donc l'année dernière, plus cette année, j'en fais que 8. C'est-à-dire que je me dis que je ne vais pas ensevelir le libraire qui est déjà enseveli de trop de livres. Mais tout ça, ça pose des problèmes parce que voilà, quand je dis 2023, pour certains, j'ai déjà coché des cases sur 2024. Enfin, ça m'oblige à tout décaler. Et donc là, je ne suis pas dans une optique de signer trop de nouveaux auteurs. Mais encore une fois, ça arrivait, là, par exemple, dans 2 mois, sortira un livre de Benjamin Dierstein. Bon, je l'ai rencontré complètement par hasard il y a quelques mois et puis il m'a envoyé un livre. Je veux dire, et c'est tant mieux, le livre crée sa réalité. Hein. Là, tout ce que je vous dis, ça pourrait être l'inverse complètement demain si tout d'un coup, il y a un livre dingue qui me tombe dans les pattes et je me dirais, il faut le faire, quoi. Mais le but, c'est d'essayer de faire en sorte que les livres ne se mangent pas les uns les autres, quoi. Mais bon, il faut mieux. Mais c'est bien réduit. Annie-Rose? LED s'ouvre sur une chanson de Bowie ou quasiment. Quelle serait la bande-son idéale pour lire ce roman? Peut-être The Beauty and the Beast de l'album Heroes. Parce que ça ressemble un peu à la ville, ça ressemble un peu à l'amour de Dasha pour Gleb, ça ressemble peut-être ça. Enfin, en tout cas, cette période berlinoise de Bowie, en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'avais 16-17 ans, en fait, moi j'ai grandi avec Bowie, mais comme quasiment tout le monde, garçons et filles de ma génération, enfin beaucoup. Et moi j'ai appris l'anglais, j'étais nul, hein, enfin bon. Et j'ai appris l'anglais en traduisant les textes des Clash, de Springsteen et de Bowie, quoi.
Mais Bowie, ce qui était hyper étrange, c'est que, mais je ne savais pas, en fait, il faisait du cut-up, là, en fait, dire que c'était pas des chansons qui racontent des histoires, etc. C'était des bouts de phrases qui mélangeaient, et puis il les mettait bout à bout, et non, ça va avec John Cage, enfin bon, c'était presque de l'art plastique, en fait, quoi. Et en traduisant les paroles, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, quoi. Et comme tu ne comprenais pas grand-chose en traduisant les paroles de Bowie, forcément, tu te faisais ton petit cinéma dans la tête, quoi. Et donc, bah, moi, à 17 ans, je me faisais mon petit cinéma dans la tête. Et je me suis toujours fait mon petit cinéma dans la tête en écoutant Bowie, surtout tous ces albums-là. Et quand, bon, malheureusement, il est mort, on ne va pas revenir là-dessus, parce que c'est trop dur. Mais quand, c'est aussi un hommage à Bowie pour moi, ce livre. Et je dis, bah, tiens, en fait, on va dire, bah, Dasha, bon, elle est créatrice, elle fait ses fringues comme Bowie faisait ses fringues, etc. Je dis, bah, tiens, bah, c'est normal qu'elle ait écouté Bowie, même s'il n'est pas vraiment de sa génération, mais ma fille adore Bowie. En fait, c'est la méga star, Bowie. En fait, c'est la star qui restera de l'histoire de l'humanité. Non, ça ne mange pas de pain. Voilà. Et quand j'ai dit, bah, tiens, tu vas faire comme quand tu étais ado. C'est toujours bien de boucler des boucles. En fait, j'ai dit, bah, tiens, tu vas faire comme quand tu es ado, tu vas traduire les paroles de Bowie, quoi. Et puis, j'ai regardé les traductions qui avaient été faites, elles étaient assez nulles. Enfin, en tout cas, celle sur Internet, je dis, c'est pas ça du tout, en fait. Enfin, il y a des mots qui sont justes, mais comme c'est du cut-up et que c'est pas ça, donc je dis, bah, tu vas les retraduire, les paroles de Bowie. Donc, ça, c'était mon petit plaisir, vraiment totalement personnel. Mais plutôt que de les mettre en anglais, parce qu'en anglais, en fait, moi, je vois bien, quand il y a des textes en anglais dans un roman, je les passe. Alors, je dis, bon, si on écoutait des chansons en anglais, mais je n'ai pas envie d'avoir un texte en anglais quand je suis en français, quoi. Sauf peut-être Anima de Majid Mawad, mais que l'anglais participe au truc. Enfin bon, en général, je passe. Je dis, bah non, tu vas le mettre en français. Et comme les paroles de Bowie sont assez étranges, je dis, bah tiens, ça va donner. Alors, des fois, c'est un peu bizarre. Hein. Le texte, des fois, il est un peu bizarre. Et donc, j'ai retraduit Bowie. Le petit péché, le péché mignon. Oui. Avant de passer la parole à Delphine, on a pour habitude de faire une petite photo. Donc voilà, je la fais de suite. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas. 3, 2, 1. Photo. C'est bon, super. Delphine, à toi. Oui, alors c'est une question plutôt pour Aurélien, du coup. C'est une chance extraordinaire, je pense, pour un éditeur de pouvoir aller créer comme ça sa propre collection chez un éditeur. Et j'aurais voulu savoir un petit peu comment ça s'était passé, justement. Est-ce que c'est lui qui avait été sollicité? Est-ce que c'était son envie? Est-ce que c'est lui qui est allé voir les arènes pour proposer voilà, de faire quelque chose un petit peu nouveau? Et question subsidiaire, pourquoi Equinox, qui est quand même un nom qui n'est pas anodin, puisque ça veut dire, enfin, l'équinoxe, c'est le moment de l'année où le jour a la même durée que la nuit. Donc, est-ce que c'est une façon de vouloir faire une passerelle entre la littérature dite blanche et la littérature noire? Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu l'explication de texte de ce nom. Alors, pour l'explication de texte de ce nom, c'est exactement ça. C'est que voilà, toutes ces classifications parfois me fatiguent. Et c'était pour dire le noir et le blanc au même niveau, c'est pareil, c'est égal. Et puis parce que c'est un petit côté un peu, je sais pas, on dirait le nom d'une boîte de nuit des années 70. Enfin, il y a un petit côté cheesy, un peu vieux jeu, quoi, qui me plaisait bien aussi. Puis j'adore Jean-Michel Jarre. Non, ça c'est une blague que j'ai découvert après que Jean-Michel Jarre avait fait ça. Mais bon, ça je ne savais pas. Mais j'aimais bien comment, voilà, je voulais un nom bizarre et puis qui pourrait coller avec un logo. Et puis j'avais ce nom depuis super longtemps dans la tête, avec l'idée de ne pas mettre de E à la fin, de faire un E et un X. Et puis quant à la... alors c'est très... on va rentrer dans ma vie, mais tout se mélange chez moi. Et c'est qu'en fait, Equinox est né aussi, c'est né d'un divorce en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu avec une personne avec qui j'ai fait mon fils. Et j'ai rencontré cette personne quand j'ai pris quasiment la tête de la série noire. Et puis c'est parti en vrille en 2015. Et donc tout ça, c'était un peu comme une... comment dire, j'ai un peu un côté terre brûlée, quoi. Donc, il fallait que je recommence à zéro, quoi, que je me refasse une virginité. Et c'est juste à ce moment-là
que Laurent Beccaria, qui dirige les arènes, voulait me voir. Et au début, vu qu'il dirigeait le truc qui s'appelait 21, c'était une revue, le MOOC. Voilà, une revue journalistique. Je pensais en fait que le mec voulait me demander est-ce que vous pourriez me donner le contact de Caril Ferré ou je sais pas quoi, ou de DOA pour qu'il fasse un article. Donc le mec, il laissait un peu lambiner pendant des semaines. J'ai même posé un lapin. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis aperçu qu'il voulait partir en aventure. J'ai trouvé ça un peu osé. Et puis je me suis dit, tu as 40 ans, entre guillemets, c'était maintenant ou jamais, quoi. C'est-à-dire, j'aurais pas quitté Gallimard à 50 ans. Et à 40 ans, c'était encore possible. Et c'était juste un peu, voir comment le monde était un peu ailleurs. Et puis parce qu'on souvent, on oublie, mais quand Caril est resté, la série noire, c'était quand même une toute petite. On était en petit format. C'était pas aussi, ça avait son nom, mais je veux dire, c'était un peu vieillot, quoi. C'est-à-dire, Caril, il a participé à lui redonner, des plaquettes de sang, quoi. Il lui a donné un petit côté. On disait, on fait rock'n'roller la vieille dame. Et après, quand tout ça marchait, j'entendais aussi parfois, alors ouais, mais ça va, il est tranquille, il est peinard, il a la série noire, comme si c'était que facile. Donc j'avais aussi envie de dire pour moi-même de repartir de zéro. Et tout en même temps, en ayant un mec qui me donne, des moyens, c'est-à-dire des moyens, je parle dans la beauté, quoi. Là, les couvertures dont je vous parle, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je fais une couverture d'Equinox, ça coûte plus cher que le trois quarts des autres collections où c'est juste une photo, il y a des banques de données, et puis on s'abonne à la banque de données, et puis après on peut choisir des millions de photos à la chaîne. Là, c'est des artistes que je dois payer, donc il y a une forme d'investissement de la part des arènes pour me permettre de réaliser mes désirs les plus fous. Ça me fait plaisir, et puis voilà, ça me touche, on va dire. Je suis toujours un peu dans l'affect, moi, malheureusement. Très bien. Et sur le plan de la ligne éditoriale, qu'est-ce que vous avez voulu... Pas de ligne. La ligne, alors je sais plus qui a raconté ça, quoi. La ligne, c'est le chemin de fer. C'est-à-dire, c'est partir. Il n'y a pas de ligne. Alors là, par contre, ce truc-là, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, parce que les gens, maintenant ça va, ça s'est calmé, parce que la collecte, elle est lancée, on a lancé en 2018. Mais au début, les gens, ils disaient, bon, alors c'est quoi la ligne? Je disais, non, mais il n'y a pas une ligne série noire. Et puis tout d'un coup, je vais vous faire une ligne Equinox. Pour moi, c'est tout ça. Moi, je fais partie de. J'aime bien Gérard Guégan, des éditions du Sagittaire. J'aime bien. Pour moi, l'édition, c'est en creux une sorte de psycho-socio-analyse de l'éditeur en action, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de portrait de moi à travers plein d'auteurs différents. Mais c'est-à-dire je partage. Il y a des auteurs différents, mais je partage des visions esthétiques, je partage ce côté cœur à vif qu'a Caril. On a certes des différences, mais on a aussi terriblement de points communs. Et donc la ligne, ça a été toujours d'avoir un truc ultra ouvert. C'est-à-dire que ce que je disais à l'époque de la série noire, que je dis toujours, il y avait une grande série quand j'étais petit qui s'appelait Arnold et Willy, et qui disait, faut de tout, c'est vrai, faut de tout pour faire un monde. Et donc, en fait, c'est un peu de ça. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait des petits livres, des gros, des grands, des moyens, des thrillers, des policiers, des romans noirs, des romans où il y a de la poésie, des trucs très trash. C'est pas trash pour trash, mais des trucs très durs, des trucs au contraire très fleur bleue. Je veux dire, c'est un peu comme vous n'êtes pas unilatéral, quoi. Oui, mais une ligne ça veut pas forcément, à mon sens, ça veut pas forcément dire être unilatéral. C'est pas une charte, c'est pas un truc hyper rigide, mais c'est quand même, quand vous dites c'est vous, justement, vous, il y a des choses que vous n'aimez pas, il y a des choses que vous recherchez plutôt, et c'est aussi ce qui permet au lecteur de se dire, et lui aussi, il faut souvent du temps. J'aime bien cette maison parce que cette maison, c'est cet esprit-là, c'est ces choses-là. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je viens de l'histoire et je viens de la sociologie. Donc pour moi, quel que soit après qu'on le fasse à travers un thriller, qu'on le fasse à travers un roman policier, un gros livre ou un petit livre, effectivement, ce que j'adore et ce que j'ai adoré dans le polar
mais dans le roman noir, j'ai une vision très large du roman noir. Je veux dire, Dostoïevski, l'éducation sentimentale, pour moi, c'est un roman noir. C'est-à-dire, c'est découvrir des microcosmes, découvrir des époques, découvrir des lieux, découvrir des personnalités, des groupes professionnels. C'est tout d'un coup, c'est-à-dire que moi, j'ai un ancrage terriblement social. Mais social, ce qui ne veut pas dire polar social, donc engagé, donc telle manière de penser. Non, c'est un polar qui s'intéresse à la réalité, à ce qui nous entoure maintenant. Et c'est pour ça que quand je reçois, par exemple, là, alors je sors ça en 2022, mais un mec qui s'appelle Fabrice Jeanbois, qui est un professeur de philosophie complètement brinzingue, il m'envoie un manuscrit qui se passe à Chicago avec un serial killer. Et en même temps, c'est superbement écrit et je vois qu'il y a vraiment une patte sociale. Donc j'appelle le mec et je lui dis, mais je veux dire, il y a parfois chez les Français une sorte de honte de soi, quoi. Et je lui dis, mais tu sais que la France, c'est aussi un théâtre fabuleux pour faire des romans noirs. Et puis on n'a pas besoin de se cacher, comme disait tout à l'heure Caril, derrière un serial killer pour parler de la société et de sa folie. Et le mec, il dit, ah ouais, mais en fait, tu sais, là, je suis en train d'écrire, mais je ne savais pas si ça t'intéresserait, je suis en train d'écrire autre chose, et tout d'un coup, il me fait une description d'un camp de migrants porte de la Chapelle, et je lui dis, mais tu laisses tomber, là, ton serial killer à Chicago, machin bidule, et tu vas me creuser ça. Et c'est ce livre qui sortira dans un an, qui s'appelle Mycélium, et voilà, Lâcher les chevaux. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à lire des polars, à un moment, j'ai bossé pour une boîte de prod et j'étais un peu, je devais lire des polars à la chaîne, quoi. Et j'ai lu les premiers livres de Maxime Chatham avant qu'il soit connu, quoi. Alors, je sais qu'il ne faut pas parler mal des choses, hein, bon, bref. Et à chaque fois que je tombais sur un Maxime Chatham, ça se passait dans le Washington State avec des histoires de fourmis empoisonneuses, de machin. Et j'étais, mais pourquoi ne part-il jamais de, je sais pas moi, de Orléans, Vesoul, Paris ou Bordeaux, quoi, comme le fait Hervé Lecor. Donc, il y a un ancrage social certain. Et puis, pour les États-Unis, quand je fais des livres américains, eh ben, j'aime bien essayer de faire en sorte que, je veux dire, les États-Unis, c'est le pire et c'est le meilleur, et de présenter un peu le cœur du cyclone, on va dire. Oui, mais c'est pour ça que donc, du coup, je la vois… Pardon. Non, mais en fait, Delphine, j'allais vous soutenir. En fait, c'est pour ça que tu as une ligne éditoriale, même si oui, non, mais je suis d'accord. Je comprends l'idée de diversité. L'idée de diversité, c'est sûr, mais quand on était ensemble à la série noire, des fois, tu m'as dit, on va pas citer de nom, mais j'ai reçu tel truc, j'ai refusé, c'était un succès, mais pour moi, c'est une merde, en fait. Donc, ça, c'est une merde, je suis un peu méchant. Mais en tout cas, il y a des trucs qui ne t'intéressent pas, quand même, et les éditeurs, ils prennent des livres parce que ça va marcher, ça. Bah, toi, non. C'est pas ta. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que, et ça va venir dans les années qui viennent, c'est que de temps en temps, et j'ai eu ça aussi à la série noire, on me dit, ah, bah tiens, je n'aurais pas pensé ça de toi. C'est-à-dire que sous prétexte que tu as les cheveux longs, que tu aimes le rock et que tu as un tatouage, il faut toujours que ça soit comme si je ne pouvais pas faire des trucs calmes, classiques. Là, j'ai signé 3 livres, parce que la fille, elle arrivait, elle avait 3 livres d'un coup. Et ben, c'est entre guillemets, c'est ce qui aurait pu apparaître comme pas du tout mon genre de beauté. Et puis, j'ai commencé à le lire et j'étais là à me dire, putain, mais c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire que l'éditeur, là, il y a ma ligne, donc je vais vous parler, qui existe. Effectivement, c'est vrai. Et après, il y a aussi la capacité à sortir de soi et de se dire, bon, bah ça rentre peut-être pas vraiment. Et après, c'est toute une gymnastique intellectuelle pour tordre la ligne, pour faire rentrer le nouveau truc dedans. Et ça, je renvoie un peu à la fin de Guerre et Paix, où il y a toute la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que la ligne, je n'ai pas de problème à la définir, mais elle est toujours un peu a posteriori. Mais quand je découvre des livres là, qui me viennent, de temps en temps, je la tords un peu. Mais je trouve toujours dedans quelque chose qui pourrait la rattacher à un ensemble. Mais, entre guillemets, c'est le meilleur moyen de connaître la ligne, j'allais dire, c'est de se plonger dedans, parce que tout ça, c'est des discours. C'est pour ça que j'adore les livres, c'est que je préfère les œuvres d'art aux intentions, aux discours, même si effectivement, oui, il y a une ligne en filigrane, quoi. Mais qui n'empêche pas. Mais une ligne, c'est un état d'esprit, en fait. Et la forme peut prendre des formes justement extrêmement différentes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que sinon, publier toujours le même livre n'a vraiment aucun intérêt.
Mais donc, du coup, là, grâce à tout ça, je vois bien quelle peut être, disons, la ligne ou la courbe éditoriale, je ne sais pas comment on peut dire. Ouais, ouais. Et, tout à l'heure, sur ce que tu cherchais dans un roman noir, alors ça fait un peu du tapis, mais je te conseille de lire des livres d'Equinox. Parce qu'il y en a plein. Mais c'est exactement ce que je me dis. Je vais lire des livres d'Equinox. mais voilà. Et voilà, une de plus. Voilà. Merci, merci infiniment à tous les deux. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question, mais merci infiniment à tous les deux. On aurait préféré se retrouver autour d'une bonne bouteille. Ça, c'est une évidence. Est-ce que tout le monde a parlé? Est-ce que tout le monde a parlé? Non, non. Il y a des timides? Et ce sera sanctionné. Et pour finir donc, on aura donc un extrait, une lecture extrait enchantant de Caril. Non. Merci infiniment à tous les deux. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous d'être là. Et... Merci. À très vite. J'espère qu'on se verra en vrai un jour. Le garçon qui nous a regardé jusqu'au bout. Oui, dis-nous, il était ça. J'ai vu un chat là, il y a un moment. Voilà. Maintenant, ouais. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous les deux.